50% des hommes au Japon déclarent que la vie est plus dure pour eux que pour les femmes. Ah bon, bon, comment ça se fait? 2 fois plus d'hommes japonais que de femmes japonaises mettent fin à leur jour. Ah mais attends, il doit bien avoir une raison. Où est-ce qu'il a vu ça? Alors, est-ce que ces 50% d'hommes qui disent être moins bien lotis que les femmes sont des chouineurs? Non mais c'est vrai que là, non mais là c'est abusé, c'est avantageux pour elle aussi, hein. Bon après c'est vrai que les hommes ils bossent beaucoup là-bas, mais les femmes aussi, non? Alors que faire lorsqu'on est victime de fausses accusations ou alors que la personne s'est tout simplement trompée? Non, c'est vrai qu'on parle pas assez des fausses accusations aussi, c'est vrai. Jamais. Ah, ok, ouais, j'avais pas vu les choses comme ça. Bon, vous aussi ça vous a fait la même chose? J'ai donc lu le rapport utilisé par Louis San dans sa vidéo, Rapport mondial sur l'écart entre les femmes et les hommes, du Forum économique mondial. En gros, le classement se base sur un index établi sur 4 critères pour le classement. La participation aux opportunités économiques, le niveau d'instruction, l'autonomisation politique et la santé et survie. Bon, si on admet que c'est normal qu'un pays aussi développé que le Japon soit bien au-dessus de la moyenne par rapport à l'éducation et la santé, on se retrouve finalement avec un bilan assez sombre pour les 2 premiers critères. Ce que vous voyez là, c'est le Kōkai, soit la somme des 2 chambres du Parlement. Et seulement 19% de femmes y siègent pour représenter l'ensemble de la population. Un ratio qui est vraiment bas si on regarde la véritable proportion de Japonais et de Japonaises dans le pays. Mais le Japon n'est pas seulement en retard par rapport à l'Occident, mais aussi par rapport à ses plus proches voisins, la Corée et la Chine. Même au sein de la zone Asie de l'Est-Pacifique, si on regarde des critères un peu plus larges, le Japon est avant-dernier, surpassé seulement par les îles Fidji. Bon après, les statistiques, on peut bien leur faire dire ce qu'on veut. Puis, ça nous dit pas comment les Japonais et les Japonaises vivent vraiment leur quotidien. On est en 2015. 2 collègues se retrouvent après le travail dans un izakaya au cœur de Shibuya. La jeune Shiori Ito était encore stagiaire dans l'agence de presse Thomson Reuters ce soir-là. Yamaguchi n'est pas qu'un simple collègue. Il a presque 30 ans de plus qu'elle. Il est un journaliste dont le travail est assez réputé. Et il est également assez proche du premier ministre en exercice à l'époque, Shinzo Abe, qui deviendra d'ailleurs plus tard le biographe officiel. La soirée bat son plein et les 2 journalistes enchaînent verre sur verre, tellement qu'à la fin, Shiori ne sait plus où donner de la tête. En effet, en sortant de l'établissement, on peut à peine marcher sans s'appuyer sur les murs. Yamaguchi l'a conduit à un hôtel, contre son gré. En sortant du taxi, la jeune femme ne peut même pas franchir la porte de ce dernier. Les 2 journalistes finiront la nuit dans cette chambre d'hôtel. Et cette nuit-là, Noriyuki Yamaguchi a violé Shiori Ito. Viol pour lequel il fut condamné en 2019 à 300 000 yens, soit 2500 € d'amende. Sauf que l'agression n'était que le début des problèmes. Viennent ensuite les jugements, les attaques sur les réseaux, la violence quotidienne de gens qui lui rappellent qu'elle est qu'une opportuniste, une menteuse, une jeune stagiaire qui a sûrement juste couché pour réussir et qui n'assume pas derrière. La pression devient insoutenable. Elle se tourne donc vers la police, une lueur d'espoir pour obtenir enfin un peu de justice. Pour que les policiers en rajoutent une couche, ils lui déconseillent de porter plainte, remettent en question son témoignage, lui disent qu'elle devrait penser à sa carrière. Ils vont même jusqu'à lui demander de reproduire la scène de son agression avec un mannequin. Le fait que les policiers découragent les victimes n'est malheureusement pas une exception. En 2015, seuls 633 viols et attentats à la pudeur furent reportés à la police. Ce nombre ridicule prouve bien que la prise en charge des victimes, la tendance qu'ont malheureusement certains policiers à les décourager à porter plainte, fait complètement système. Une femme en position d'infériorité de son supérieur, un homme âgé, influent, proche du pouvoir, elle fait boire avant de l'agresser sexuellement. On demandait sûrement comment la société japonaise a réagi. Après tout, l'affaire Weinstein et MeToo, en 2017. On peut imaginer que cette histoire a fait le tour du pays. La voix de Ito est entendue par tous. Mais partout, sauf au Japon. Après une conférence de presse très peu relayée dans son pays natal, où elle formulera ses accusations en public pour la première fois, elle a subi des pressions, des insultes, et a dû continuellement faire face à des remises en question de son témoignage. Entre 2017 et 2024, la journaliste a documenté son combat avec la justice et les épreuves qu'elle a dû surmonter. Son documentaire, Black Box Diaries, a remporté de nombreux prix à l'international, dont une nomination aux Oscars. Il a suscité de vives réactions, permis à ses réalisatrices de s'exprimer sur son histoire partout autour du monde. Partout sauf au Japon. Au moment où j'ai créé cette vidéo, en mai 2025, aucun cinéma japonais n'a accepté de diffuser le film. L'analyse qu'on peut faire de cette affaire, et qui est également celle que Shiori Ito partage, c'est que le sexisme qui existe au Japon est alimenté par la conception que les Japonais ont d'eux-mêmes. Dès le kugi wa utareru, le clou qui dépasse appelle le marteau.
Chacun doit assurer sa place dans l'ordre social. Quiconque se fait remarquer, que ce soit positivement ou négativement, nuit à l'unité du groupe. Cette mentalité a eu beaucoup de conséquences sur la condition de la femme au Japon, mais pour comprendre comment, revenir un petit peu dans le temps. On est à l'époque Edo. Le Japon se retrouve entièrement fermé au monde. Il est interdit de rentrer ou sortir du pays. Les échanges sont limités au strict minimum. C'est la période du Sakoku, le pays fermé. Fermeture au monde extérieur laisse le Japon en retard sur les luttes des droits humains. La société de l'époque était très normée. Les hommes devaient respecter leurs obligations liées à leur rôle de genre, et les femmes étaient clairement considérées comme inférieures à leur mari. On retrouve même des traces de cette hiérarchie dans la langue japonaise. Encore aujourd'hui, la manière la plus commune de désigner le mari, shujin, est construit avec le kanji du chef, du maître. Pareillement, la manière la plus commune de désigner la femme de quelqu'un est le terme okusan. Ici, ça se rapporte au foyer, au fait de tenir la maison. Jusqu'ici, le Japon n'était plus dirigé par un empereur, mais par des shoguns, des chefs de guerre qui se battaient pour le pouvoir. Avant qu'une véritable révolution survienne en 1868, la période Meiji. L'empereur revient sur son trône et met fin au statut privilégié de la classe des samouraïs. Le pays est de nouveau ouvert aux échanges. Les dirigeants décident de moderniser le pays à vitesse grand V. À ce moment-là, énormément de choses changent. Il y a une fantastique effervescence au niveau technologique, artistique, politique, philosophique, et le rapport de subordination qui existe entre les hommes et les femmes est de plus en plus remis en question, à travers des mouvements pour l'égalité des droits, qui luttaient pour la reconnaissance d'un statut autre que celui de subalterne, ou pour le droit à l'éducation des femmes japonaises par exemple. Cependant, même si des avancées ont eu lieu, elles furent toujours bridées par le poids de certaines traditions. Pour illustrer, le taux de scolarisation augmentait progressivement, mais l'éducation des femmes avait pour but principal de suivre le principe de Ryosai Kenbo, devenir une bonne épouse, une sage mère. Donc le but assumé des politiques publiques de l'époque était de restreindre les droits des femmes pour maintenir l'unité nationale. Dans cette période, et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, chaque membre de la société japonaise devait contribuer à la modernisation puis l'expansion du pays. Et l'accès pour les femmes à des droits plus avancés fut repoussé jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, les femmes japonaises font des études, travaillent et peuvent construire une carrière. Mais dans les mentalités, elles sont encore ancrées dans leur rôle de mère et d'épouse. Tournant des années 2000, la législation évolue enfin pour faciliter un peu la vie des femmes, mais sans jamais réellement proposer d'alternatives au modèle en vigueur. On propose plus d'aide par rapport à la garde d'enfants, des lois, enfin, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, les violences faites aux femmes, mais rien qui ne remet vraiment en question le rôle des femmes japonaises dans la société nippone. Les dirigeants successifs s'entêtent à attaquer différents symptômes, mais sans jamais s'intéresser aux causes. Un des principaux problèmes du Japon sur ces dernières décennies est la chute de la population japonaise. Le Japon est le pays qui compte la plus grande part de seniors, tout en ayant un des taux de fécondité les plus bas du monde. Et plutôt que se demander quelle est la raison profonde pour laquelle les Japonais ne font plus d'enfants, en essayant par exemple de réduire les heures de travail ou de soulager les femmes japonaises de cette pression à se marier et faire des enfants vite, les gouvernements enchaînent les campagnes sur le redressement démographique et ne proposent que des avancées très superficielles sur les questions de genre. Comme s'ils restaient encore bloqués sur des méthodes du passé et sur le même constat, celui qu'il faut des épouses et des mères pour la pérennité de la nation. Dans son étude intitulée « Le chrysanthème et le sabre », l'anthropologue américaine Ruth Benedict distingue deux types de sociétés. Les sociétés d'inspiration judéo-chrétienne sont marquées par un inconscient collectif où le péché occupe une place centrale. La faute est centrée sur l'individu, son rapport avec sa propre conscience et avec Dieu. L'autre type de société, d'inspiration confucéenne, sont des sociétés en général plus collectivistes et où la faute est plutôt déterminée par la honte, où le jugement des pairs est important et où le maintien des apparences et de l'ordre social prime souvent sur toute expression individuelle. Cette distinction entre les deux types de sociétés est évidemment un peu simpliste. Après tout, ça provient d'un livre publié en 1946 et les sociétés ont un peu évolué entre-temps. Mais dans nos recherches, on a quand même trouvé que cette mise en valeur de la honte dans la société japonaise mettait le doigt sur quelque chose de pertinent. Contrairement à la conception qu'on en a en Europe, ce n'est pas qu'une question de bien se faire voir, d'être apprécié, mais plutôt de différer le moins possible de la norme, de comprendre dès l'enfance qu'être ordinaire, quelqu'un de normal, dans la moyenne, est un objectif, quelque chose de souhaitable.
prendre la parole pour dénoncer quelque chose, se faire remarquer pour défendre son parcours, son point de vue, prendre de la place au détriment du collectif est déconseillé et amènera souvent la personne qui franchit cette ligne à se faire juger, à être pointée comme un mauvais exemple. Dans les études asiatiques, on appelle ce concept la face. Pour finir, on s'est demandé comment les femmes japonaises sont considérées en dehors de l'archipel. L'idée nous est venue pendant les recherches pour l'écriture de cette vidéo. En fait, à force de chercher à droite à gauche, mon feed YouTube s'est retrouvé rempli de vidéos sur les femmes au Japon. En regardant d'un peu plus près, j'ai remarqué que ces vidéos tournaient toujours autour des mêmes sujets. Du coup, question bête, je me suis demandé, est-ce que c'est un sujet si répandu que ça sur YouTube, ou est-ce que c'est spécifiquement mon algo à moi qui est atteint? Pour vérifier, j'ai fait une expérience toute bête. J'ai recherché en navigation privée 2 termes. D'abord, femme japonaise, puis ensuite en anglais, Japanese women. Et c'est comme ça que pour le premier terme, 7 vidéos sur 9 concernaient la drague ou les relations, et que pour le second, on arrive à 10 sur 14. Bon, effectivement, c'est qu'un petit test. C'est sur un milieu vachement restreint, étant donné que de toute façon, sur YouTube, on sera poussé à faire ce qui va cartonner, ce qui va attirer de l'attention et de l'audience. Mais on trouve ça quand même assez représentatif de se dire que la condition de la femme au Japon est principalement représentée sur YouTube par des histoires de drague et de comment on séduit. Ce que peut en conclure, c'est que la vision de la femme japonaise n'est pas seulement problématique à cause du comportement de leurs compatriotes, mais qu'elle souffre également de clichés orientalistes. Comme la plupart des femmes asiatiques, elle serait docile, obéissante, soumise. Et qu'elle se voit également attribuer par les occidentaux une certaine appétence pour les hommes étrangers. Et malheureusement, la manière dont ce cliché se réalise, c'est que certains de ces derniers n'hésitent pas à abuser de la politesse et de la mentalité du pas de vague qu'ont beaucoup de ces femmes japonaises, pour en faire des proies et des cibles potentielles. Au départ, les structures paraissent toujours immenses, les mentalités paraissent toujours bloquées et les traditions inamovibles. Heureusement, des hommes et des femmes courageux et courageuses finissent toujours par émerger. Si on a décidé de faire ces recherches sur cette société malade, c'est justement parce qu'elle est habile quand elle tente de cacher ses problèmes. Et ça fait que malheureusement, certains tombent en plein dans le piège. Parmi ce silence, nous devons espérer que d'autres femmes résisteront au marteau. On sera là pour les écouter et diffuser leurs appels à l'aide.